Aucun accès routier, pas de bâtiment dans un rayon de plusieurs kilomètres, personne aux alentours, et pourtant il y avait une prise électrique fonctionnelle reliée à un bureau. Je suis garde forestier, non armé, et je travaille dans un parc désertique assez reculé. Cette histoire s'est passée avant que je sois affecté ici, mais les autres rangers avec qui je bosse y étaient. Un jour, ils partent faire une patrouille pendant l'été, c'est la basse saison pour nous, dans l'un des campings les moins fréquentés du parc. Pendant la ronde, notre ranger responsable de la maintenance tombe sur une voiture complètement brûlée sur l'un des emplacements. Le désert est un endroit bizarre. Rien ne le surprend vraiment, donc il appelle juste le shérif et attend sur place. Le shérif arrive, jette un œil et là, il découvre un corps sur le siège conducteur. Pas de bras. Pas de jambes. Juste un tronc et une tête. Calciné. Le shérif classe rapidement ça en suicide, fait enlever le véhicule, et basta. On est proche de la frontière mexicaine, et il y a pas mal de trafic de drogue illégale dans la région. Visiblement, dans ce genre de cas, ils ne prennent même pas la peine d'enquêter. Franchement, c'était sacrément louche. Un de mes meilleurs potes de la fac était étudiant en géologie, mais il a fini par devenir garde forestier dans le sud-est des États-Unis. On ne s'est plus parlé depuis des années, comme c'est souvent le cas en vieillissant, mais je me souviens qu'il y a environ 8 ou 9 ans, il m'avait raconté une histoire qui m'est restée en tête. Il venait d'aider un couple de personnes âgées. Il les avait remarqués car ils étaient venus plusieurs jours de suite dans le parc, et en discutant avec eux, il avait appris qu'ils venaient de l'Ouest. Ils s'étaient fiancés dans ce même parc, des décennies plus tôt. Ils cherchaient un endroit précis où ils avaient pris des photos le jour de la demande en mariage, mais ils n'arrivaient pas à le retrouver. Après avoir regardé les photos et estimé à peu près où ça pouvait être, mon ami les avait conduits en voiture jusqu'à un sentier, puis avait marché avec eux jusqu'à l'endroit qu'ils pensaient être le bon. Ils ont fini par le retrouver, et lui les a laissés là pour retourner à son poste à l'entrée du parc. Il m'a dit qu'une fois rentré, il a eu un drôle de pressentiment. Une sorte d'instinct qui lui disait d'attendre leur retour, de les voir sortir du parc. Quand l'heure de la fermeture est arrivée et qu'il ne les avait toujours pas vus, il a signalé leur absence, a demandé à son assistant de rester au poste d'entrée, et il est retourné à l'endroit où il les avait laissés. Il les a trouvés tous les deux allongés, enlacés, au bord de la rivière. Ils étaient morts. Il a appelé la police. Ils ont fait toutes les démarches nécessaires, et ensuite il est rentré chez lui. Les autorités ont pu lui révéler leur identité, mais au départ, elle ne savait rien de plus. Plus tard, il a appris que la femme était atteinte d'un cancer en phase terminale, et qu'ils avaient tous les deux choisi de mettre fin à leur jour en ingérant une sorte de mélange chimique ou médicamenteux, ils avaient simplement décidé de le faire à l'endroit même où ils s'étaient fiancés. Mon pote n'était pas bouleversé au point d'en perdre le sommeil. Bien sûr, il était attristé par leur mort, mais il pensait qu'ils n'avaient demandé l'aide de personne, justement pour que personne n'ait à porter le poids de leur décision. Il voulait partir seul, sans impliquer personne. J'ai un ami qui est garde forestier, mais plus précisément un trail ranger, en gros, un garde qui n'a pas le pouvoir de te mettre une amende ou te causer d'ennui. Un jour, il m'a raconté une expérience assez folle qu'il a vécue alors qu'il ramassait des caméras de surveillance placées illégalement et qu'il démontait des miradors, des mangeoires et des abris de chasse, accompagné d'un autre garde officiel. L'autre garde ne se sentait pas bien, alors il lui a dit qu'il allait rentrer, vu qu'il y avait environ 1 heure de trajet en quad pour revenir au poste. Mon ami a terminé de démonter la dernière installation quand il a entendu des voix. Faut savoir qu'il était vraiment au milieu de nulle part, loin des sentiers battus. Il a appelé, mais personne n'a répondu. Le jour tombait, alors il a voulu rentrer sauf que son quad ne démarrait plus. Il s'est rendu compte que la batterie avait été déconnectée. Il l'a rebranché, a redémarré le véhicule, mais il n'avançait presque pas. Moins d'1 kilomètre plus loin, tout s'est éteint. Il a pris sa radio et a prévenu le poste,
et les gars, il me faudrait quelqu'un pour venir me chercher. » Ils lui ont répondu que quelqu'un allait venir, mais qu'il faudrait environ 1 heure. Il a demandé si l'autre garde était bien rentré, et là, surprise, non, il n'était toujours pas arrivé. Il s'est installé pour attendre et a allumé un petit feu. Mais pas longtemps après, il a encore entendu des voix. Il faisait nuit noire. Il n'était pas rassuré. Cette fois, les voix semblaient être celles de 2 personnes qui se disputaient, l'une semblait furieuse, l'autre apeurée. Il a appelé pour demander si quelqu'un avait besoin d'aide, mais aucune réponse. Il estimait qu'ils étaient à moins de 300 mètres. Il a repris la radio, mais on lui a répondu qu'ils avaient du mal à localiser le sentier où ils se trouvaient et qu'ils n'étaient même pas encore partis. Il a demandé à parler à l'autre garde pour qu'il les guide, vu qu'il avait l'iPad avec la carte, mais ils lui ont dit qu'il n'était toujours pas rentré. Quelques minutes passent, et les voix reprennent. Il se dit qu'il pourrait aller à leur rencontre, leur demander s'ils avaient une carte, ou au moins essayer de comprendre ce qu'il se passait. Mais plus il avançait vers le son, plus les voix semblaient s'éloigner. Au bout de 20 minutes de marche dans les bois, il abandonne et revient sur ses pas. À ce moment-là, il reçoit un appel radio, ils ont retrouvé l'autre garde, inconscient, couvert de vomi, et il est en route pour l'hôpital. Avant de perdre connaissance, il avait coché sur la carte tous les endroits où ils avaient démonté des installations, donc ils avaient une idée approximative d'où mon ami se trouvait. Et là, sa radio meurt. Puis, les voix reviennent. Il s'ennuyait, alors il s'est mis à écouter ce qu'il disait. Il a réussi à saisir quelques bribes. « Ce n'était pas à toi de le prendre, je m'en fous complètement, tu savais ce que tu faisais, etc. » Il s'est dit que c'était probablement 2 chasseurs qui se disputaient une prise. Puis, il entend un des 2 crier quelque chose d'incompréhensible, suivi d'un silence. Puis, bang. Un coup de feu. Il a éteint son feu d'un coup et s'est caché. Plus un bruit, hormis sa respiration, pendant une bonne demi-heure, jusqu'à ce qu'il voit enfin les phares d'un quad arriver. Il a tout raconté aux gars qu'il a récupérés, et ils ont immédiatement lancé une alerte. Des équipes de recherche sont venues fouiller la zone pendant 3 heures, sans rien trouver. Le lendemain, ils sont revenus avec la police et des chiens. Au bout d'1 heure, ils ont découvert une tombe peu profonde. Dedans, un squelette, un homme mort depuis des années, visiblement tué d'une balle en pleine tête. Donc, soit la dispute qu'il a entendue s'est terminée par un coup de feu et les gars sont simplement rentrés chez eux comme si de rien n'était, soit il a été témoin du meurtre d'un homme décédé depuis des années. J'ai vécu pendant un temps dans une cabane isolée, à la lisière d'un parc national. Pour te donner une idée, il fallait parcourir près de 6 km depuis la route principale juste pour atteindre la propriété. Pas de plomberie, pas d'électricité, c'était littéralement à la frontière du parc, et dire que c'était le « milieu de nulle part » serait encore un euphémisme. Mon colocataire de l'époque faisait un stage avec les services du parc, mais c'était un pur citadin. Chaque nuit, en plein milieu de la nuit, j'entendais des bruits dans les bois. Des bruits de pas, ou du moins quelque chose qui s'en approchait, mais le plus étrange, c'est que ça s'arrêtait toujours net dans des zones denses et envahies par la végétation. Et là, ton esprit commence à douter. Un sanglier? Un chat? Le vent, peut-être? La cabane n'avait même pas de porte verrouillable, et les propriétaires refusaient que j'en installe une. Résultat, j'ai commencé à dormir dans ma voiture. La propriété était immense, donc je garais la voiture à plus d'1 hectare de la cabane et surtout loin de là où j'entendais ces bruits. Mais j'ai commencé à entendre les pas là aussi. J'ai décidé de partir. Mon coloc, lui, pensait que j'étais juste parano, et il est resté, toujours sans porte qui ferme à clé. Après mon départ, il s'est fait cambrioler. Pas 1 fois, mais 2 fois. Là, il a enfin décidé d'installer des caméras avec détecteur de mouvement. Et ce qu'il a vu dessus? Un homme, avec un fusil à longue portée, qui montait jusqu'à la propriété, se planquait dans les fourrés et nous observait. J'ai fait partie d'un groupe similaire aux scouts,
donc on passait énormément de temps en forêt, et des trucs bizarres arrivaient souvent. La plupart du temps, on trouvait une explication rationnelle, rien de trop flippant. Mais il y a une chose qui me glace encore le sang aujourd'hui. J'étais responsable du groupe des 8 à 10 ans pendant un campement. C'était la première année qu'on campait sur ce terrain-là, et il était immense. En général, on explore le terrain avant l'arrivée des enfants pour repérer les zones dangereuses à éviter, mais cette fois-ci, c'était tout simplement impossible de tout voir. Comme à chaque camp, on organise ce qu'on appelle le jeu de nuit, un jeu effrayant où les enfants doivent accomplir des tâches pendant qu'on essaie de leur faire la peur de leur vie. On avait bien sûr prévu ce genre de jeu là aussi. Les animateurs s'étaient déguisés en monstres et étaient cachés près des différents postes que les enfants devaient atteindre. Pendant que je courais entre deux postes, je suis tombé sur une zone dégagée, sans trop de broussailles, parfaite pour courir et effrayer les gamins. Il n'y avait pas grand-chose pour se cacher à part quelques arbres, donc je ne pouvais pas allumer ma lampe torche, sinon on me repérait à des kilomètres. Il faisait une obscurité pesante, du genre qui te joue des tours et te fait voir des choses qui n'existent pas. Pendant que j'attendais, j'ai vu plusieurs fois une ombre, à peu près de ma taille, passer rapidement près de moi. Je n'y voyais rien, et quand j'éclairais avec ma lampe, il n'y avait plus rien. Je me suis dit que mon esprit me jouait des tours. Vers la fin du jeu, j'ai revu cette ombre, mais cette fois, elle était immobile, près d'un arbre, à quelques mètres. J'ai cru que c'était un autre animateur qui s'était planqué là pour faire peur aux enfants, alors je suis allé dans sa direction, pensant qu'il était temps de rentrer. J'ai pointé ma lampe vers l'arbre, et en m'approchant, j'ai vu que quelqu'un se tenait là, habillé d'un sac en toile de jute déchiré, avec la tête couverte de sacs plastiques blancs attachés ensemble. J'ai senti une peur viscérale m'envahir. Quelque chose clochait sérieusement. J'ai demandé si tout allait bien, aucune réponse. Le seul bruit, c'était un espèce de toc-toc bizarre, un bruit de bois qu'on frappe. En avançant encore un peu, j'étais à 10 mètres max, j'ai compris. Le gars se cognait la tête contre l'arbre. Encore et encore. Il avait l'air d'un homme, pieds nus, couvert de boue séchée, les bras et les jambes tendus dans une position étrange. J'étais persuadé que c'était un animateur qui faisait une blague tordue, alors je lui ai dit d'arrêter. Il a tourné lentement la tête vers moi et s'est mis à marcher dans ma direction. Là, c'était l'instinct pur. Un truc en moi m'a hurlé de courir, même si je passais pour un idiot. Si c'était pas une blague, je sentais que j'étais en danger. J'ai couru à toute vitesse, sans jamais me retourner, j'avais trop peur de me prendre un arbre ou de voir ce qu'il était. Quand je suis revenu au campement, tous les animateurs qui auraient pu être déguisés comme ça étaient déjà là. Aucun moyen qu'ils soient revenus avant moi. Et même s'ils l'avaient fait, ils n'auraient jamais eu le temps de se changer. Je leur ai raconté, pensant qu'ils me faisaient une blague bien flippante. Mais ils m'ont juste regardé bizarrement, pensant que je cherchais à leur faire peur. Le lendemain, je voulais vérifier. Peut-être qu'un gars paumé avait fait un bad trip avec des champignons, et qu'il était en train de mourir d'hypothermie dans la forêt. J'y suis retourné avec quelqu'un, au cas où. Rien. Juste des arbres à perte de vue. Puis on est arrivé à l'arbre où je l'avais vu cogner sa tête. Il y avait un lapin mort, écorché, en décomposition, cloué à l'arbre. On a appelé les flics. Ils ont jeté un œil rapide, nous ont dit que c'était sûrement une blague d'un autre groupe scout ou de jeunes du coin et sont repartis. On n'a rien revu de bizarre par la suite, donc peut-être que c'était vraiment un canular. Mais sérieusement, il y a des gens qui ont un humour sacrément tordu. C'était la fin du printemps, et les pluies avaient tellement inondé la digue et les zones de chasse publique que j'ai eu l'idée d'aller pêcher dans les eaux peu profondes avec un pote. On a passé un bon moment, on n'a rien pêché, et comme la nuit tombait, on a allumé un feu pour se sécher un peu avant de rentrer. Le soleil disparaît doucement à l'horizon, et là, on entend un cri. Je ne sais même pas comment le décrire, un hurlement a glacé le sang, venant de loin. Ça ressemblait à une petite fille qui crie. On s'est dit que c'était sûrement des grenouilles, ouais, ça peut faire des bruits bizarres, et on a continué à discuter. Craquement de branches. Encore.
Puis le même cri, mais cette fois, beaucoup plus proche. À peine 10 mètres, juste à la lisière des arbres. On a détalé direct. Une vraie fuite en panique. Et une fois chez nous, on a rigolé, comme si c'était juste une grosse frayeur idiote. Avance rapide, 6 ans plus tard. Je suis en pause déjeuner, et je raconte cette histoire à mon chef d'équipe. Il me regarde, sort son téléphone, lance une vidéo sur YouTube, et me fait écouter un son. Le même cri. Il me tend le téléphone. À l'écran, un puma. Un cri de puma. Il pousse ce hurlement juste avant d'attaquer, comme dernier avertissement. Je suis garde forestier au sein de l'US Forest Service depuis presque 15 ans, mais cette histoire remonte à environ 3 ans après mon entrée en service. On recevait des appels concernant un loup solitaire, avec un collier, qui rôdait autour de certains campements. C'était étrange, car il n'y a normalement pas de loup dans cette région. Mais quand on travaille assez longtemps sur le terrain, on finit par comprendre que tout est possible. Heureusement, aucun appel ne mentionnait un comportement agressif de l'animal. Je suis parti de la station vers midi pour aller vérifier les endroits où il avait été aperçu. J'ai crapahuté dans les bois pendant environ 3 heures, aucun nouvel appel entre-temps, puis je me suis arrêté pour boire un coup. Je me suis assis, j'ai grignoté un peu, bu de l'eau, et j'étais sur le point de repartir quand j'ai vu la bête, à une vingtaine de mètres, trottinant près de la lisière de la forêt. Elle semblait amicale et portait bien un collier, alors j'ai sifflé. Le chien est venu vers moi. En le voyant de plus près, j'ai compris que ce n'était pas un loup. Il était immense, sombre, mais son gabarit et sa morphologie ne correspondaient pas, même si, de loin, la confusion était compréhensible. J'ai sorti la radio et annoncé que j'avais le chien avec moi. Mais au moment où j'ai dit que j'allais le ramener, il s'est mis à détaler. Comme s'il jouait, essayant de me pousser à le suivre, typique comportement de chien. Je l'ai poursuivi, et je te jure, on a joué à ce jeu du chat et de la souris pendant bien 5 minutes, courant à travers la forêt. Ne courez pas en forêt si vous ne connaissez pas parfaitement le terrain. Finalement, le chien a ralenti près d'un lit de rochers, près d'un ruisseau, et s'est mis à tourner en rond autour d'un endroit précis. Je me suis approché, au début rien ne semblait anormal, puis j'ai remarqué, l'endroit était presque entièrement recouvert par la végétation, mais on distinguait ce qui semblait être des ossements. J'ai immédiatement appelé le poste, et une équipe a été envoyée pour récupérer les restes. Quand j'ai voulu retrouver le chien, il avait disparu. Mais honnêtement, ce n'était plus ma priorité. Il était amical, et je me suis dit qu'on finirait par le retrouver. Les os ont été identifiés, un adolescent, mort d'une balle auto-infligée à la tête. Il avait été signalé disparu dans la région bien avant que je ne devienne garde, et il n'y avait pratiquement plus aucun espoir de le retrouver. J'ai parlé à sa mère au téléphone, elle voulait me remercier personnellement, et elle m'a demandé comment j'avais retrouvé son fils. J'ai mentionné le chien noir, puis j'ai senti un silence étrange de son côté de la ligne. J'ai donné quelques détails sur l'animal, et elle m'a alors expliqué, d'une voix presque chuchotée, que son fils, qui avait beaucoup de mal à se lier aux autres, était tombé dans une profonde dépression après la mort de son meilleur ami, le chien qui m'avait mené jusqu'à lui. Je crois que je suis resté sous le choc le reste de la journée. Et, d'une certaine manière, je le suis encore. Mais je sais ce que j'ai vu. Je sais ce qui s'est passé. Quand j'étais chez les scouts ou plutôt l'équivalent local pour adultes, je voulais faire une formation pour devenir garde forestier, mais il y a une tradition où on devait relever un défi avant de pouvoir se présenter. Un jour sans manger, un jour sans parler, et un jour et une nuit seul en pleine forêt, avec juste un couteau et une bâche, sans être vu par aucun être humain. Ensuite, il fallait revenir discrètement au camp et passer les sentinelles sans se faire repérer, pour faire son rapport au maître de camp. C'était mon 3e jour. Je suis donc parti, j'ai marché des kilomètres à travers la forêt, et j'ai fini par trouver l'endroit le plus reculé, dans la partie la plus sauvage et envahie des bois. La nuit a été flippante mais sans incident. Juste avant l'aube, je décide d'aller piquer une tête dans le lac, histoire de bien commencer la journée avant de retourner au camp.
Je me mets à poil, je marche vers le lac mais je remarque un groupe de gars en train de pêcher un peu plus loin. Pas envie d'être vu à poil, donc je fais demi-tour. Et là, le sol s'effondre sous mes pieds. Je me retrouve submergé jusqu'aux aisselles dans la substance la plus immonde que j'ai jamais sentie, une fosse où des braconniers balançaient les entrailles et restes de cerfs tués illégalement. Ça fermentait là depuis des semaines. Je te laisse imaginer l'odeur. Je campais une nuit avec mon chien le long de la Mogollon Rim, en Arizona. Il faisait nuit noire, on était assis près du feu de camp quand on a entendu un bruit derrière un buisson, juste à côté du campement. Mais au lieu d'aboyer, mon chien s'est mis à gémir. J'y ai pas trop prêté attention et j'ai continué à m'occuper du feu. Quelques minutes plus tard, on entend un autre bruit, venant cette fois d'un autre buisson. Là, mon chien se lève, va droit vers la tente et gratte à la porte pour qu'on le laisse entrer. J'ai jeté quelques cailloux dans la direction d'où venait le bruit, mais rien n'a bougé. Là, j'ai commencé à avoir franchement la trouille. J'ai rajouté quelques bûches sur le feu pour qu'il reste bien vif, et je me suis réfugié dans la tente avec mon chien, en espérant que la lumière du feu tiendrait à distance quoi que ce soit qui rôdait dehors. Finalement, on a réussi à s'endormir, et heureusement, la nuit s'est passée sans autre incident. Le lendemain matin, je suis allé voir derrière les buissons d'où venaient les bruits, et j'ai trouvé des traces de pumas, qui avaient tourné en rond autour de notre campement. Je te laisse imaginer à quel point je suis content de ne pas avoir été vérifier la nuit ce qui se passait. Il y a une petite chance que je sois à l'origine de l'histoire flippante d'un garde forestier, il y a une dizaine d'années. Je chassais sur des terres publiques avec mon père, à plusieurs kilomètres de quoi que ce soit qui ressemblait à un sentier. La journée passe, il se passe pas grand-chose, la météo est pourrie, et j'entends pas le moindre coup de feu au loin, je me dis que les cerfs doivent pas bouger beaucoup. Je passe un coup de radio au vieux pour lui dire que je rentre, et on décide de se retrouver à l'endroit où on s'était séparés le matin. 20 minutes plus tard, je suis agenouillé au bord d'un étang, en train de retirer mes fringues de camouflage bien lourdes. Je traînais un peu, foutais des trucs dans mon sac, écouteurs dans les oreilles. Je me souviens plus si j'avais retiré mon bonnet orange fluo pour enlever mon pull ou pas, mais j'avais tout l'équipement nécessaire pour être clairement identifié comme chasseur. Pendant que je fouillais mon sac, j'ai cru entendre une espèce de bruit sourd, comme quelqu'un qui crie au loin. J'enlève un écouteur, regarde autour de moi et là, de l'autre côté de l'étang, accroupi, il y a un garde forestier en train de m'observer. Genre juste là, planté à me mater. Je me redresse, je le salue même pas, je sais pas s'il m'avait vraiment appelé ou pas, alors je dis rien. On se regarde, juste comme ça, en silence, pendant ce qui m'a paru durer une éternité. Pour être clair, on ne faisait rien d'illégal, mon fusil était déjà déchargé, même si j'avais la sangle sur l'épaule, donc on pouvait pas trop voir que la culasse était ouverte, on respectait toutes les lois. Je me penche de nouveau sur mon sac, je sors la radio et je lance à mon père, on a de la compagnie. Rien de malveillant dans mon message, je voulais juste pas que mon père débarque en mode décontracté et soit surpris de tomber sur un agent de la DNR. Quand je relève la tête, le gars avait disparu. Genre, disparu net. En 15 secondes max. Plus une trace. Je retrouve mon père, je lui raconte, et il me sort. Vu comme on est paumé au fond des bois, il a dû penser qu'on faisait un truc louche, et il a filé en te voyant utiliser une radio. Ils se font souvent piéger comme ça. Et là, j'ai réalisé que moi qui suis toujours un peu nerveux face aux flics ou aux agents, je pouvais probablement leur foutre eux aussi la trouille. Ça m'avait jamais traversé l'esprit. En 2016, mon copain, aujourd'hui mon mari, et moi sommes partis camper dans l'est de la Pennsylvanie. L'endroit où on a décidé de passer la nuit était très primitif, camping gratuit, pas de réseau, à peine un chemin carrossable, bref, le fin fond de nulle part. On a croisé 2 autres personnes, peut-être qu'elles n'ont aucun lien avec ce qui s'est passé ensuite, mais elles étaient flippantes, donc je vais les décrire. La première, c'était une femme garée sur le bas-côté. Le capot de son camion était ouvert,
comme si elle attendait que quelqu'un s'arrête pour l'aider. Normalement, mon copain n'a aucun problème à filer un coup de main, mais là, il m'a dit qu'il ne le sentait pas. Elle ne donnait pas vraiment l'impression d'avoir besoin d'aide, les gens en galère te regardent avec espoir, elle, c'était plutôt comme si elle savait qu'on allait s'arrêter. Moi, je n'avais rien trouvé d'anormal, mais lui était mal à l'aise. Le deuxième individu, on l'a vu quand on avait enfin trouvé un coin pour s'installer. On préparait un feu pour griller des hot dogs, et j'avais remarqué quelques voitures passer. Mon copain, lui, avait capté que c'était la même voiture à chaque fois, et le type au volant nous observait à chaque passage. Ça le mettait un peu sur les nerfs, mais on s'est dit qu'il cherchait peut-être lui aussi un coin sec pour camper, vu la pluie et la boue partout. On a pensé à changer d'endroit, mais avec la gadoue, c'était galère, et de toute façon, il n'aurait eu qu'à suivre nos traces. Le gars n'est plus repassé, alors on est resté, à profiter du reste de la soirée avant la nuit. Plus personne n'est venu. Mais le vrai moment de flip, il est arrivé bien plus tard. On dormait dans la tente quand, vers 3 heures du matin, un bruit énorme nous a réveillés. Je pourrais même pas te dire exactement ce que c'était, mais mon copain m'a dit que ça lui rappelait le bruit d'une minigun qui s'active. Il a aussi comparé ça à une pelle qu'on traînerait sur du gravier, mais amplifiée comme si c'était diffusé par un haut-parleur. Il s'est levé d'un bond, a regardé par la petite fenêtre de la tente, mais il ne voyait rien. Le son s'est répété plusieurs fois. J'étais paralysé par la peur, incapable de parler, et il m'a chuchoté que c'était sûrement très loin, que je devais me rendormir. À ce moment-là, je ne me suis pas posé de questions, les bruits forts peuvent porter loin, non? Ce n'est qu'après, qu'il m'a dit qu'en réalité, ça venait de juste en bas de la route, mais il ne voulait pas m'affoler. Maintenant que j'y pense, je me demande pourquoi il murmurait si le bruit était censé être lointain. J'étais terrifié. Chaque petit bruit dehors me donnait l'impression que quelqu'un tournait autour de la tente. On est resté allongé comme ça jusqu'à ce que mon copain me dise « Habille-toi, on s'en va ». Là, j'ai su que c'était sérieux. Encore plus quand il a sorti la machette qu'on avait achetée exprès pour ce voyage, et qu'il a retiré le plastique protecteur avant d'ouvrir la tente. On a tout emballé en vitesse et chargé la voiture. Il y avait assez de lumière avec la lune pour voir autour, et j'ai regardé si je voyais des traces de pas qui n'étaient pas les nôtres, mais rien. Mais j'ai remarqué quelque chose que lui n'avait pas vu, une canette de bière, posée près du feu éteint. Elle n'était pas là avant. Et on n'avait même pas emmené de bière. Sur la route du retour, il m'a expliqué qu'il pensait que quelqu'un voulait peut-être nous pousser à sortir de la tente. C'est pour ça qu'on n'a pas fui immédiatement. Il avait aussi peur qu'on nous ait siphonné l'essence, mais on roulait en hybride, donc ça ne nous aurait pas empêché de partir. On a plaisanté à moitié mort de trouille et boosté à l'adrénaline, que ce serait un bon slogan de pub, nombre de meurtres évités grâce à une voiture hybride, le reste du séjour. On s'est contenté de campings très fréquentés. Ou d'hôtels. J'étais dans la réserve sauvage de Gila, et on faisait le trajet en convoi, entre campeurs et pêcheurs, sur la route en terre qui relie Mogolon à Snow Lake. À un moment, on voit un garde forestier arrêté sur le bas-côté, penché au-dessus d'un fossé. Apparemment, un abruti avait essayé de faire demi-tour sans réaliser que les cailloux instables rendaient tout arrêt impossible. Résultat, il a glissé et sa bagnole est restée coincée, suspendue sur le bord. On était à des kilomètres du moindre camping officiel, c'était le début du printemps, et la nuit, il fait sacrément froid dans ce coin. On a donc positionné une Jeep avec un treuil pour sortir le type de là. Et là, sorti de nulle part, sur une colline, débarque un mec, un blanc, habillé d'un survêtement en velours violet. Oui, t'as bien lu, un survêt violet des années 70. Il avait un bâton de marche, un sac banane et c'est tout. Blond, mince, et visiblement très content de lui. Il s'approche et nous sort, Hilar, je suis allemand, je m'amuse bien. On n'arrivait pas à se concentrer, on ne pouvait pas détourner les yeux de ce survêtement de Mac, on aurait dit une hallucination. Le garde forestier, lui, devient tout de suite suspicieux, il lui demande où il loge, d'où il vient. Il était autour de 9 h du matin, et le seul moyen qu'il ait pu venir de l'endroit qu'il indiquait,
c'était en marchant pendant des heures. Le type, complètement perché, montre vaguement l'autre montagne et dit qu'il va par là. On se marre tous, mais en même temps, on se demande comment ce gars survit sans eau, sans bouffe, sous le soleil brûlant des hauteurs. Le mec refuse l'eau, refuse toute aide, traverse la route et disparaît dans les bois. Le ranger nous dit qu'il peut rien faire, le gars semble aller bien, donc il n'a pas le droit de l'arrêter. Il ajoute qu'il ira checker quelques campements dans cette direction plus tard, pour voir s'il le retrouve. On arrive à Snow Lake, on commence à picoler comme des trous histoire de mieux pêcher, logique, non? Le soir, le garde repasse nous voir, personne n'a vu ce type dans aucun campement, et les autres rangers n'ont eu ni campeur disparu, ni campement abandonné, rien. Et surtout, personne n'a croisé un Allemand en survêt violet de proxénète. Le garde finit sa tournée le lendemain, et son remplaçant vient nous voir, persuadé que le mec avait dû fumer quelque chose qu'on lui aurait donné. On lui jure que tout est vrai. On n'a plus jamais entendu parler du mec en survêt violet. Mais franchement, c'est une sacrée histoire à raconter autour du feu. Mon cousin est garde forestier, et il m'a raconté cette histoire. Une femme avait disparu dans la forêt. Pas vraiment surprenant, c'est une zone immense, donc il s'est dit qu'il allait juste patrouiller un peu en voiture jusqu'à la retrouver. 4 heures plus tard, toujours rien. Et là, il entend un hurlement à glacer le sang. Un type venait de retrouver la femme mais elle avait la gorge tranchée si profondément que mon cousin n'était même pas sûr qu'on puisse encore appeler ça une gorge. Il a aussitôt maîtrisé le type qu'il avait trouvé et a appelé la police. Le truc, c'est qu'il n'y a jamais eu de suite médiatique, rien qu'on ait pu trouver sur cette affaire. Et mon cousin n'a pas suivi ce qui s'est passé après que le gars ait été arrêté. Donc, pour tout ce qu'on sait, ce type l'a peut-être juste trouvé. Ou peut-être pas. J'étais le seul ranger chargé des loisirs dans un petit district du sud de l'Idaho. La ville la plus proche était à environ 1h30 en voiture depuis la station de garde. Dès mon installation, les ennuis ont commencé, le panneau solaire était en panne, et je n'ai quasiment pas dormi pendant un mois pour diverses raisons. Des chauves-souris dans la cabane, des bruits de pas sur la terrasse la nuit, et puis ces bois. Ils avaient quelque chose de bizarre. Pas comme les forêts de pins ponderosa du sud-ouest que je connaissais bien. Non, ici, c'était pesant. Comme une tension constante dans l'air. Au bout de 2 mois de boulot, j'ai commencé à entendre des bruits, des pas, des griffures sur la terrasse, peut-être même sur la porte. Bon, dans ce district, on a des blaireaux, des castors donc je me suis dit que ça devait être ça. Mais chaque fois que je sortais de la cabane la nuit, j'avais cette sensation, comme si on m'observait. Un soir, je rentrais d'une virée course, je partais toujours le mardi soir, et j'ai eu un mauvais pressentiment. Ce soir-là, je n'avais pas pris mon fusil dans le véhicule. En sortant, je regarde vers la droite de la cabane, à 15 mètres de la porte. Et là 2 yeux. Au de 1 mètre, peut-être un peu plus. Autant dire que j'ai paniqué sévère. Je commence à crier « Dégage bordel, casse-toi d'ici !» Mais au lieu de fuir, les yeux s'abaissent puis s'approchent lentement. Là, je capte que c'est un gros animal. Pas un coyote, c'est sûr. Je balance un morceau de bois dans sa direction, la chose recule un peu, mais ne fait aucun bruit. Je balance encore 4, 5 morceaux, toujours pas un son, et ça continue à avancer. Je galère avec mes clés, et bien sûr, le putain de panneau solaire était encore en rade. J'arrive enfin à rentrer, je chope mon fusil, techniquement interdit dans les logements de l'État, mais sérieusement qui vit dans un endroit qui ressemble à des tours mortelles sans être armé. Je ressors, l'animal est encore plus près. Avec ma lampe frontale pourrie, je vois toujours rien de clair. Fusil prêt, je continue à balancer du bois à une main. Finalement, la créature retourne dans les broussailles. Cette nuit-là, j'ai sifflé 4 ripas et j'ai dormi le fusil dans les bras. Le lendemain, l'équipe des sentiers monte. On trouve des traces de puma partout, sur le porche, autour du banc à bascule, dans tout le campement jusqu'au ruisseau.
Après ça, j'ai souvent entendu le banc à bascule grincer et des pas sur la terrasse la nuit. Mais plus jamais de traces. Et vu la boue permanente, c'était franchement bizarre. J'ai déjà été suivi par des pumas. Mais je n'ai jamais ressenti ce que j'ai ressenti dans ces bois. Ce n'était pas juste un animal. C'était autre chose. Je ne suis pas garde forestier, mais mon oncle l'était. Il m'a souvent raconté une histoire assez dingue qui lui est arrivée quand il travaillait dans le Montana. Il était à environ 8 à 15 km de la ville, donc littéralement paumé en pleine forêt, loin de tout. Un jour, il se souvient avoir arrêté son quad en haut d'une colline assez grande, qui donnait sur une vallée. En scrutant avec ses jumelles à travers les arbres, il a repéré une clairière. Et là, au milieu, il a vu une femme âgée, dans les 60 ans ou plus, habillée tout en noir, entourée de 6 à 8 loups. Il était assez loin d'elle, mais il a commencé à crier, klaxonner, faire un maximum de bruit, puis il a foncé aussi vite qu'il pouvait avec le quad pour descendre la colline et rejoindre la clairière. Quand il est arrivé sur place, plus rien. Plus de loups, plus de femmes, juste le silence. Sauf une chose, au centre de la clairière, il a trouvé une bague en argent avec une pierre noire au milieu. Il l'a toujours. On avait un groupe de mecs d'une fraternité qui faisait beaucoup trop de bruit. On est passé les voir 2 fois, et à la 2e visite, je leur ai dit, c'est votre dernier avertissement. Non seulement c'est hyper malpoli vis-à-vis des autres campeurs, mais en plus, c'est dangereux. Je leur balance ensuite. Tout le monde sait que les pumas locaux, qu'on appelle les chats fantômes, sont attirés par les bruits forts la nuit. Ces félins sont capables de s'approcher de vous sans que vous les voyiez, sans même que vous les entendiez. Alors quoi qu'il arrive, ne sortez jamais de votre tente cette nuit. Et si vous entendez quelque chose, ne faites aucun bruit. On retourne à la station, on chope la peau de puma du centre d'interprétation, et les lunettes de vision nocturne. Le chef de poste avait dû claquer le reste du budget l'an dernier, ça tombait bien. Une fois qu'ils étaient tous dans leur tente, on est retourné discrètement sur le site. On a fait des fausses empreintes de puma partout. On a monté la peau sur des bâtons pour faire une silhouette. Mon collègue, Jim, a pris la sono portable et s'est planqué un peu plus loin, à faire des cris de puma, d'abord loin, puis de plus en plus proche. Moi, j'ai sorti le 4x4, j'ai avancé comme si on venait d'arriver sur les lieux, je suis sorti, j'ai allumé ma grosse lampe torche et j'ai braqué la lumière sur la silhouette de la peau de puma. En bougeant, ça donnait l'impression que la bête était vivante, en mouvement. Les mecs dans les tentes paniquaient. Jim a hurlé, « Restez dans vos tentes. » Puis, elle vient vers vous. Suivi de, Y en a une autre. Et enfin, barrez-vous. Là, on a éteint toutes les lumières, attrapé la peau de puma dans le noir, sauté dans le 4x4 et on a démarré en trombe. Au lever du soleil, ils ont commencé à jeter des regards dehors. Aucun n'a osé sortir avant 8h30. Quand ils ont vu les énormes empreintes de pattes et de griffes partout autour du camp, ils ont complètement pété les plombs. En 2010, je venais tout juste de finir une formation en leadership en milieu sauvage, et j'ai décidé de partir me ressourcer seul en pleine nature, au Colorado. J'avais entendu parler de sources chaudes près du fleuve Colorado, accessibles uniquement en hiver. En été, la fonte des neiges fait monter le niveau de l'eau et les submerge. Du coup, j'ai décidé d'aller passer quelques semaines là-bas. C'était sur des terres du Bureau of Land Management, et je devais marcher environ 6 km depuis l'endroit où j'avais garé ma voiture jusqu'à mon campement. La garde du BLM qui surveillait la zone m'a vu arriver, et m'a juste demandé d'écrire la date sur le pare-brise de ma voiture chaque semaine, histoire de s'assurer que j'étais encore en vie. Franchement, c'était super agréable là-bas, sauf la nuit. J'étais terrifié par les ours. Ils sont censés hiberner, mais s'ils ne dorment pas, c'est qu'ils ont très faim, et là, je me transforme en dîner. Pour cette raison, j'avais installé mon camp près d'une falaise environ 12 mètres de dénivelé jusqu'au fleuve. Mon plan, complètement fou,
si jamais un ours débarque, je saute, puis je file aux sources chaudes pour éviter l'hypothermie. Quand tu es là-bas, tu réalises vite que le spray anti-ours, c'est pas super utile dans la tente. Un matin très tôt, j'entends des bruits d'animaux juste à côté de la tente. C'est fort, très fort. Ça se rapproche. J'entends des grognements, des souffles puissants. Je suis paralysé, impossible d'ouvrir la tente. Je reste figé, le cœur à 100 à l'heure. Les pas se rapprochent, ça s'arrête juste à côté. Je l'entends renifler ma tente. Je retiens mon souffle. Je n'ose pas bouger. Ça s'éloigne un peu, mais c'est toujours là, et maintenant, je capte qu'il y en a plusieurs. Je prends mon courage à 2 mains, j'ouvre doucement la tente pour jeter un coup d'œil. Un troupeau d'élans. À l'automne 2017, j'ai tiré un cerf juste à la tombée de la nuit, à environ 8 km de mon camion. Je retourne à mon véhicule, j'enlève mon matos, je prends ma charrette pour le gibier et je repars le chercher. J'arrive, je le dépèse vite fait, je le charge sur la charrette, et c'est parti. Sauf qu'après environ 3 km, la charrette me lâche. Une roue casse net. Putain. Pas le choix, je fous le bestiau sur mon dos et je continue. Et là, j'entends des coyotes, peut-être 3 ou 4, qui traînent autour du tas de tripes que j'ai laissé derrière. Je fais encore 1 kilomètre avant de faire une pause. Je suis là, tranquille, quand ça me frappe comme un bon coup dans les roubignoles, les coyotes sont beaucoup plus bruyants qu'avant, et ils sont plus nombreux aussi. Ils sont à 400 mètres à peine. Et moi, je suis planté là comme un abruti, avec juste une hachette et un couteau à tripes, assis à côté du plat principal, et moi, en bonus, en guise de dessert. Évidemment, les 5 premiers kilomètres depuis mon Mirador, c'était de la marche pépère, sol sec, quelques broussailles, mais globalement facile. Les 2 derniers c'est marécageux à mort, et aussi dense qu'un cauchemar. Je repars en traçant, en zigzagant dans la flotte, boosté par l'adrénaline, sans me retourner une seule fois, alors qu'une bonne douzaine de coyotes me collent à environ 30 mètres derrière. J'ai jamais arrêté, jamais regardé en arrière. Quand je suis arrivé près de mon camion, j'ai sauté une clôture de 1,50 m avec le cerf sur le dos, comme si c'était rien. Je me suis écroulé de l'autre côté, à moitié dans les vapes. Les coyotes ont atteint la clôture 10 secondes après. Ils hurlaient, grognaient et gueulaient, pendant que moi, allongé au sol, je serrais mon couteau, prêt à en découdre si c'était mon heure. Et puis, d'un coup, silence. Disparu. La forêt est redevenue calme. J'ai titubé jusqu'à mon camion, et j'ai récupéré le cerf. J'ai appelé mon père pour lui raconter l'histoire, je lui ai dit que j'étais épuisé et que j'allais faire une sieste sur le parking. J'étais couvert de sang, griffé, entaillé, plein de bleu, le visage éclaté par les branches. Je me suis endormi, et j'ai été réveillé par un toc-toc sur la vitre, et une lumière en pleine tronche. Je crois que j'ai eu aussi peur que le jeune agent de la faune, les yeux écarquillés, la mâchoire qui touche le sol, et visiblement une belle frayeur dans son pantalon en voyant le monstre que j'étais. Je lui ai raconté l'histoire, il a vérifié mes infos, et on a bien rigolé. Puis je suis reparti comme si de rien n'était. Et pour ceux qui vont me demander pourquoi je n'ai pas laissé le cerf au coyote, j'en sais rien. C'était un 5 pointes, pas énorme. Un cerf moyen. Je suis juste un foutu entêté qui réfléchit pas toujours. Mais bon, le cerf était délicieux. Et ce garde forestier, qui doit probablement avoir un nouveau caleçon marron, je l'ai croisé 3 fois depuis, pendant des sessions de pêche sur glace. Il m'appelle l'homme des bois, il vérifie même plus mes papiers ni mes poissons. On discute à chaque fois, et franchement, je le considère comme un pote maintenant. Mon grand-père avait un compagnon de chasse dans les années 70, un gars qui vivait quasiment en ermite dans les bois du nord-ouest des États-Unis. Pendant une expédition de chasse, il a passé quelques jours chez lui, dans sa cabane isolée, perdue au fin fond des montagnes des Cascades. Pas d'eau courante, pas d'électricité. Des kilomètres le séparaient de la première ville ou même de la première route goudronnée.
Sa cabane était construite sur pilotis, sur une pente, avec un balcon suspendu à environ 3 mètres du sol, sans escalier ni échelle pour y accéder. Mon grand-père assurait qu'il connaissait cet homme depuis longtemps, et qu'il n'était pas du genre à mentir ou à raconter n'importe quoi. Et pour être honnête, moi non plus je n'ai jamais connu mon grand-père comme étant quelqu'un qui exagère ou invente des histoires. Une nuit, alors qu'il se détendait dans la cabane après une journée de chasse, son ami lui dit qu'un Bigfoot rôdait dans les parages et qu'il fallait être prudent en sortant la nuit. Pensant qu'il plaisantait, mon grand-père a ri et n'y a pas prêté plus d'attention. Mais son ami a pris un air grave, a attrapé quelques fruits, un morceau de pain et un peu de viande séchée qu'il a mis dans un bol. Il est sorti sur le balcon, a posé le bol au bord, puis a dit « Il sera vide demain matin ». Ensuite, il est allé se coucher, comme si de rien n'était. La cabane faisait environ 30 mètres carrés, une seule pièce ouverte. Mon grand-père dormait sur un lit de camp près de la fenêtre qui donnait sur le balcon. En pleine nuit, des bruits de frottement l'ont réveillé. Il a jeté un œil par la fenêtre et a vu que le bol était vide. Et, jusqu'à la fin de sa vie, il a juré avoir vu 4 doigts posés sur le bord du balcon juste avant qu'il ne disparaisse. Il n'est jamais retourné chasser dans cette région. Je faisais une randonnée en Andorre avec un ami. Pour faire court, on s'est perdu en sortant du sentier balisé et on a fini par accident en Espagne. On a fini par retrouver un autre sentier et on s'est mis à le suivre, sans carte, un peu à l'aveuglette. Un peu plus loin devant nous, on aperçoit un homme avec 2 Golden Retrievers, qui marche dans la même direction que nous. Il a l'air jeune, avec du matériel d'escalade sur l'épaule. On se dépêche pour le rattraper, et quand enfin on y parvient, on lui demande s'il peut nous aider à nous repérer. Il nous dit exactement où on est, et où on doit aller, à environ 12 km, il y a une ville avec un hôtel. Il nous dit aussi qu'il y a un autre petit village à 6 km d'ici, là où il a garé sa voiture. Il propose même de nous déposer en voiture pour les 6 derniers kilomètres, si on veut, mais précise qu'il est un peu pressé. On est aux anges, soulagés. On continue donc la rando ensemble pendant un moment. Les chiens sont adorables, ils courent joyeusement autour de nous, un vrai moment de répit. On discute avec le gars, qui est super sympa, mais mon ami et moi commençons à fatiguer et on n'arrive pas à suivre son rythme bien longtemps. Le sentier tourne à droite, l'homme est un peu en avance sur nous et disparaît derrière le virage. 2 minutes plus tard, on arrive au même endroit, et là, plus rien. Le chemin est droit sur une longue distance, mais il n'y a ni trace de l'homme, ni des chiens. On aurait dû les voir. Mais non. Rien. On continue à marcher, un peu tendu, en s'attendant à entendre quelque chose, ou à se faire attaquer par un inconnu sorti de nulle part. Mais il ne se passe rien. Finalement, on atteint le village, puis l'hôtel dans la ville voisine, sain et sauf. Mais cette disparition soudaine nous a vraiment mis mal à l'aise, et encore aujourd'hui, on est persuadé qu'on a croisé un fantôme. Il y a environ 5 ans, mon père a discuté avec une femme chinoise qui vivait en tant qu'observatrice forestière dans les montagnes depuis une 30aine d'années. C'était au Canada, et même si ce n'était pas officiel, le gouvernement lui demandait régulièrement des infos quand il s'agissait de repérer des feux de forêt, des activités illégales, ce genre de choses. Elle lui a raconté qu'elle avait vu plusieurs Bigfoot au fil des ans. D'après elle, ils sont très intelligents, mais ne veulent tout simplement pas interagir avec les humains, même pas les jeunes. Cela dit, quand elle est là-bas, ils sont plutôt tranquilles, car elle a grandi dans la région et se souvient les avoir vus dès son plus jeune âge. Elle lui a raconté tout ça avec un visage parfaitement sérieux. Mon père a juré que c'était l'une des personnes les plus rationnelles qu'il ait croisées dans ce coin-là. À l'époque, il possédait une petite parcelle de terrain, un vieux droit d'exploitation minière pour de l'or. Elle lui a dit que, s'il savait ce qui était bon pour lui, il ferait mieux de laisser cette terre tranquille. Selon elle, creuser là-bas risquait de perturber plein de choses, et elle n'était pas sûre que ce soit une bonne idée. Mon père n'était pas trop convaincu, jusqu'au jour où il jure, la main sur le cœur, qu'il en a vu un lui-même. Il lui en parle, et elle lui répond simplement « Ah,
ça c'est la femelle. Puis elle est rentrée chez elle, en le laissant dehors, tout seul, à prendre ses jambes à son cou. J'étais en forêt, en train de camper sous les magnifiques bois du New Jersey. On avait installé notre campement, et le soir venu, on discutait dans nos tentes en laissant le feu allumé pour pouvoir se raconter de bonnes vieilles histoires qui font peur. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'on entende un bruissement dans un buisson, le truc classique des histoires d'horreur. On se dit que c'est sûrement notre pote qui n'était pas encore revenu de sa pause pipi. Mais pile au moment où le buisson bouge, on voit la silhouette d'une personne qui tourne autour de notre tente. On appelle notre ami, mais la personne ne répond pas et s'arrête net. Là, on commence vraiment à flipper, parce qu'on se rend compte que ça peut pas être lui, la silhouette est beaucoup plus grande. Un des gars du groupe tente le tout pour le tout et balance, on est armé, on va te buter. Une minute de silence complet puis, on entend ce que je peux décrire comme le cri le plus strident que j'ai jamais entendu. Et le gars? Il se barre direct. Le plus flippant? Notre pote, celui qui était aux toilettes, dit qu'il a entendu le cri, mais qu'il n'a vu personne autour du campement. Même pas une empreinte, rien. On était pourtant loin dans la forêt, donc c'est pas comme si un randonneur pouvait nous tomber dessus par hasard. J'ai une histoire de forêt profonde qui circule dans ma famille depuis pas mal d'années. Mon grand-oncle était un vrai gars des bois, du genre à aimer l'isolement total. Il avait une habitude que je trouve un peu bizarre, il n'utilisait quasiment jamais de tente. Il posait simplement son sac de couchage à même le sol, et voilà. Comme on vient du Maine, il n'y a pas énormément de grands prédateurs qui s'en prennent aux humains. Il y a bien des ours noirs, mais en général ils évitent les gens, donc je suppose qu'il ne s'en inquiétait pas trop. Un soir, il dormait donc dehors, en pleine nature, quand il sent de petites mains lui tapoter doucement le visage. Il se réveille, ouvre les yeux et voit un raton laveur debout au-dessus de lui, en train de lui toucher le visage, comme s'il essayait de le reconnaître. Et qu'est-ce que mon grand-oncle fait? Il referme les yeux et se rendort tranquillement. Ma cousine travaille pour le service forestier dans la région du Montana Wyoming, et j'ai décidé de la rejoindre là-bas pour, littéralement, tester les eaux. Elle bosse en hydrologie, donc elle doit aller dans des coins complètement paumés pour analyser l'eau des ruisseaux et la fonte des neiges, vérifier qu'il n'y a pas de contaminants, tout ça. Je trouvais ça cool, alors j'ai voulu faire une petite tournée avec elle. On devait camper sur place de nuit, donc on a tout chargé sur les chevaux, dans les sacoches et les bundles, puis on s'est lancé. Le premier jour et la première nuit ont été incroyables. Des paysages magnifiques, un air pur, c'est vraiment paisible là-bas. J'adore cette région et j'aimerais pouvoir y aller plus souvent. Bref, on commence la deuxième journée, et là, ma cousine me sort. « Tu veux voir un truc bizarre ?» Évidemment, je dis oui. Elle m'emmène alors dans un petit ravin, un détour total, on s'éloigne de notre itinéraire pendant bien 2 heures. À la fin de cette espèce de pli dans le paysage, elle descend de cheval et me dit de faire pareil. On attache les chevaux dans une clairière absolument splendide, et elle me dit de la suivre sur un petit sentier animalier, avec notre radio rechargeable. C'est une de ces radios qu'on peut brancher ou remonter à la main, et qui peut aussi faire lampe si besoin, mais ça pompe la batterie. Je la suis et en plein milieu de nulle part, on tombe sur une énorme bobine de fil électrique qui sort du sol. Pas un câble de transmission énorme, non. Un fil standard, genre 10 ou 12 gauges, comme pour une maison. Le fil s'enfonce dans les buissons, alors évidemment, par curiosité, je décide de le suivre. Ma cousine me suit, et le câble, après être sorti du sol, est accroché aux branches, puis redescend au sol, serpente autour de pierres, et finalement se termine dans une prise électrique montée sur un vieux bureau. Genre un bureau d'école, avec une base en métal et un plateau pseudo-bois. Pas de chaise, pas de cabane, rien. Juste ce bureau et cette prise au milieu de la forêt. Je suis là, à fixer ce truc, complètement paumé, quand ma cousine prend la radio, sort le cordon, le branche dans la prise.
Et la radio s'allume. Grésillement à fond. Le câble était alimenté quelque part. L'endroit où on était n'a aucun accès routier, pas de bâtiment dans un rayon de plusieurs kilomètres, personne aux alentours. Et pourtant une prise électrique fonctionnelle reliée à un bureau. C'était chelou au possible. Pas de jumpscare, pas de corps, pas de cabane flippante. Juste un seul bureau, avec une prise qui marchait, planté là, au milieu des bois. J'aurais tellement dû prendre une photo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.